Librairie L'Écuyer, fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Bonjour et bienvenue à une émission de Lecture et compagnie. Cette semaine, ce sera moi, Geneviève Cyr, qui sera à l'animation en remplacement de Micheline Quirion. Cette semaine, c'est un privilège. Je reçois un invité que je connais depuis toujours et qui a une carrière prolifique. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Madame Danielle Dussault. Bonjour, Danielle. Bonjour, Geneviève. Je suis très contente d'être là. En fait, peut-être expliquer que tu me connais depuis toujours parce que tu m'as vu quand j'étais un tout petit bébé. Donc, tu étais venue quelques fois à la maison familiale. Donc, c'est un privilège là, pour moi d'être avec toi cet après-midi. Merci beaucoup, Geneviève. Je suis très contente d'être là. Puis, c'est comme ça, j'étais en pays de connaissance quand je t'ai revue. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, moi aussi. C'est super. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore qui ne te connaissent pas, pourrais-tu, dans le fond, nous faire un petit résumé de ta carrière? Parce que tu es quand même un auteur prolifique, mais tu es quelqu'un qui a un amour des mots depuis toujours. Donc, tu t'as enseigné, tu as écrit. Peut-être nous résumer un peu. Bien, notre vie, des fois, peut se résumer en quelques phrases. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence à Thetford. Je suis partie pendant quelques années, mais je suis revenue pour enseigner au cégep de Thetford, enseigner en français. Ensuite, c'est comme si je menais un peu une double vie parce qu'à la fois, j'enseignais, mais aussi j'écrivais des livres. Donc, j'ai commencé à écrire, j'étais même à ce moment-là à Sherbrooke quand j'ai commencé à écrire des livres. Et je vous dirais que c'est par la pratique du journal intime que j'ai commencé à écrire. Et quand je suis allée à l'Université de Sherbrooke, je me suis fait voler tous mes journaux que j'avais écrits depuis l'âge de 14 ans. Tous tes secrets ont disparu. Tous mes secrets, ma machine à écrire, on parle d'une autre époque, hein, je suis d'un âge vénérable. Et je m'étais bien désolée de ça parce que j'avais perdu tous mes journaux. Puis, étonnamment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire et à montrer les textes que je faisais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par une première œuvre. Et je me suis intéressée beaucoup au départ, et j'enchaînais avec les Ponts de Prague, à la nouvelle, à la pratique de la nouvelle, parce que j'aime beaucoup ce qu'on appelle les micro-récits, c'est-à-dire la nouvelle, le texte court, le carnet. Tout à l'heure, je vais parler du carnet, ce que c'est en fait comme pratique. Et c'est ça, j'ai enseigné pendant 25 ans au cégep de Thetford, et puis je viens de quitter cette ville que j'adore. Je vis à Sherbrooke depuis bientôt 2 ans. Si on peut faire comme un fil dans toutes tes œuvres, la plupart s'intéressent aux relations entre les gens et leur complexité. C'est le sujet qui te passionne. Oui, et en même temps, j'aime parler de la fragilité humaine. Chacun d'entre nous, on vit des combats. On a chacun des combats à livrer dans notre vie. On a une certaine zone de solitude. Et je me rends compte que dernièrement, que je parle beaucoup de cette solitude inhérente à chacun et chacune d'entre nous. Au départ, je pensais que j'écrivais beaucoup autour du phénomène de la voix intérieure, c'est-à-dire ce qui nous porte vous savez, on a toujours une voix à l'intérieur qui nous parle. Qui nous pousse, qui nous invite à poursuivre. Oui, puis il y a toujours un flot de discussion à l'intérieur, et cette voix-là, je pense que pour moi, ça passait beaucoup, non pas par le verbal, mais ça passait beaucoup par l'écriture. J'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans, je fréquentais l'école anglaise. Ma mère voulait que j'apprenne l'anglais et j'avais peur de perdre le français, ma langue française. Donc, je me suis mise à écrire en français tous les jours. Et là, j'écrivais un peu comme quelqu'un qui imite le genre des autres parce que quand on commence, on n'a pas vraiment de référence. Donc, c'est avec la lecture et aussi à force d'écrire qu'on finit par développer un style. Et vraiment, mon entrée dans la littérature, ça s'est fait par la pratique de la nouvelle littéraire, qui est une histoire très courte,
avec un enjeu, peu de personnages, il y a une intrigue et ça mène toujours vers une fin un peu inattendue, ce qu'on appelle la chute. Puis, ben c'est un peu, dans le fond, ce qui est ton roman, là, Les Ponts de Prague. C'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles que j'ai écrit quand j'étais à Prague, juste avant le décret de la pandémie en mars 2020. Donc, dans la vie d'avant. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand on pouvait se faire des câlins et qu'on pouvait se serrer la main. C'était une histoire assez extraordinaire parce que en 2019, j'avais vu passer sur Facebook une invitation pour faire partie d'une chorale internationale. Et c'était pour aller chanter le Requiem de Mozart à Vienne, Prague et Salzbourg. Et moi, je n'ai pas réfléchi, je me suis inscrite, je me suis dit, je veux faire ça, je veux participer. Et c'était vraiment une très belle aventure. On était 6 choristes de Thetford. On venait toutes du chœur classique, du chœur de Thetford qui était dirigé par Jean-Clément Bergeron. Et on est partis les 6, on est allés aux pratiques qui avaient lieu à Gatineau et on est allé chanter le Requiem de Mozart à Vienne, Prague et Salzbourg. Parce que pour faire une petite parenthèse pour les auditeurs qui te connaissent un peu moins, tu fais partie de la grande famille Dussault qui est née à travers la musique. Oui. Donc, c'est pour ça que tu pouvais avoir cette chance là, de devenir choriste. Oui, en fait, la musique, ça a toujours fait partie de notre vie, dans la famille. Quelque part, on a tous développé un lien d'affection pour la musique. Moi, c'est plutôt vers la chorale que je me suis dirigée et j'ai tellement appris en faisant partie d'une chorale. D'ailleurs, ça me manque énormément de ne pas pouvoir chanter au sein d'une chorale. Et quand on est parti, moi, c'était la première fois que je m'aventurais dans un voyage de groupe. Et j'ai trouvé ça assez particulier parce que là, il faut être ensemble, il faut chanter ensemble, se dévêtir ensemble dans une petite pièce, se rhabiller, puis chanter. Ta solitude interne te manquait à ce moment-là. Oui, je dois dire que j'avais besoin de mon espace parce que pour écrire, je pense qu'on a besoin d'être en contact essentiellement avec notre solitude. Mais c'était une superbe expérience. Puis le dernier jour de la tournée, moi, j'avais contacté une agente culturelle de la Maison de la littérature à Prague. Et elle m'avait dit, tu devrais poser ta candidature pour faire une résidence d'écriture à Prague. Et je l'ai fait. Et j'ai été très chanceuse. J'étais jumelée à une autre auteure. Elle venait de l'Estonie. Et on a été les deux seuls à pouvoir y aller parce que toutes les deux, on est allés là-bas pendant 2 mois. Je restais dans une maison qui avait appartenu à un écrivain tchèque que je ne connaissais pas. En fait, c'est un écrivain slovaque. On m'avait dit au début que j'allais vivre dans la maison où était né l'auteur Kafka, mais finalement, la maison n'était pas accessible. Il devait faire des travaux et tout ça. Mais j'ai fait un voyage extraordinaire et tout ce que j'ai appréhendé là-bas, c'était vraiment par la marche. Je prenais le métro, j'étais en banlieue, je prenais le métro, je me retrouvais dans le centre de Prague et là, je marchais dans les rues. Je pouvais entrer dans des cafés. J'entrais en conversation avec des gens qui parlaient l'anglais parce que je maîtrise très peu la langue tchèque. Mais j'avais un lien particulier avec les gens là-bas. Et dans le recueil, je raconte cette histoire, cette anecdote où je rentre dans une épicerie et il y a un monsieur qui est en arrière de moi. Je suis à la caisse et à un moment donné, il s'approche de moi et il se met à me parler en tchèque. Puis à me saluer, puis à entretenir une conversation. Puis là, moi, je suis un peu nerveuse. Je dis non, je ne parle pas le tchèque. Mais il continue à me parler comme si j'étais une vieille connaissance. Puis là, j'ai cru comprendre qu'il parlait des légumes qui étaient sur le tapis comptoir, déroulant là, de la caisse. Et là, il me disait, ils viennent de l'Espagne. Je comprenais un peu ce qu'il disait. Puis c'était étrange parce que j'avais beau lui dire je ne parle pas le tchèque. Finalement, j'ai comme joué le jeu. Puis on a eu comme une conversation, même si je ne comprenais pas la langue. Et je raconte ça, entre autres, dans le recueil de nouvelles.
Vous avez réussi à vous parler de cœur et non de mots. C'est exactement ça. C'était comme une rencontre où ça passait autrement qu'à travers les mots. C'était comme à travers le physique, à travers le non-verbal aussi, là. Puis j'ai appréhendé mon séjour là-bas de cette manière-là, c'est-à-dire par les sens, par les odeurs, par la marche. C'est un peu la façon dont j'aime voyager, marcher, me perdre dans une ville, ne pas savoir exactement où je suis rendue et appréhender tout l'univers par les sens. Peut-être parce que, dans le fond, tu ne comprends pas nécessairement la langue. Tu sais, tu dois faire appel à tes autres sens pour réussir à Oui. te débrouiller. Peut-être que c'est pour ça que tu aimes ça, dans le fond, puis que ça te permet de développer ta créativité, plus que si tu étais perdu à Québec ou à Montréal, puis que tout le monde te parlait en français. Oui, il y a une partie de soi qui est sollicitée autrement. Puis je dirais que c'est comme une espèce de pleine conscience de tout ce qui se passe autour. Les gens qui sont autour, la rue, la poussière, les odeurs, les sans-abri, les cris, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les villes. Et à cette époque-là, on commençait à parler du fameux virus et il y avait des gens qui déjà portaient des masques quand j'étais à Prague. Moi, je suis vraiment revenue, là, je suis revenue le 28 février, et là, c'était le coup près de la pandémie. Il y a une nouvelle dans les ponts de Prague, on parlait tout à l'heure de mère-fille, puis c'est parfaitement imaginé, mais je suis rentrée dans un restaurant à un moment donné et je voyais une femme avec une mère, avec sa fille. Ça me paraissait évident que c'était la mère avec sa fille parce qu'il y avait comme il y avait un peu de l'irritation à peine camouflée de part et d'autre. Et la jeune fille consultait son téléphone. Et là, je voyais que la mère disait « Arrête de consulter ton téléphone pendant qu'on est ensemble. » Et là, je me suis imaginée, ou je me suis amusée à imaginer la conversation qu'elles échangeaient ensemble. Donc, c'est le genre de choses, le genre de propos auxquels je m'intéresse quand j'écris de la nouvelle. Donc, dans les ponts de Prague, on peut ressentir un peu l'histoire de ton voyage à travers les petites nouvelles que tu as Oui. pu écrire chaque jour, que tu as vues ou tu as entendues. Oui, exactement. Et j'ai cherché aussi à créer des ponts, pas nécessairement en parlant spécifiquement des ponts de Prague, parce qu'il y en a plusieurs à Prague, mais peut-être dans une perspective métaphorique, en voulant parler des ponts entre les êtres humains, des ponts physiques, mais aussi des ponts psychologiques ou des ponts imaginaires. Et même toutes les expressions comme par exemple couper les ponts ou traverser un pont. Et je mettais ça en parallèle avec l'écriture et comme je le disais tout à l'heure, la marche, que j'ai développé aussi dans le recueil « Donner des ailes », qui est un carnet. Et la différence entre le carnet et la nouvelle, c'est que la nouvelle, ça a quelque chose d'un peu plus c'est de l'ordre de l'imaginaire. On imagine un contenu, on imagine à partir de choses réelles, on imagine une histoire, un peu comme je l'ai fait par exemple en observant la mère et la jeune fille ensemble dans le restaurant. J'ai imaginé une histoire autour d'elle. Le carnet, c'est plus près de la pratique de l'essai et du journal, parce que ça a quelque chose de l'ordre de la réflexion. C'est un jeu qui est investi dans l'écriture. Donc, celui-là, Donner des ailes, est écrit au jeu. Il est écrit au jeu. OK. Tandis que dans les ponts de Prague, des nouvelles, il y a des points de vue de narration. C'est le narrateur personnage, des fois c'est le narrateur omniscient, des fois c'est un narrateur témoin, des fois c'est un narrateur, ça j'utilisais ça beaucoup dans mes ateliers d'écriture, où j'utilise le tu, où j'écris le texte en m'adressant à un potentiel lecteur, ou comme si c'était quelqu'un qui se parle. Comme Parfois, une introspection. oui, c'est ça, exactement. Tandis que dans Donner des ailes, c'est vraiment écrit au jeu, c'est très réflexif, et c'est vraiment basé sur
la marche lente, c'est de l'ordre d'un exercice méditatif. Et je découvrais récemment que écrire un livre, c'est comme marcher, c'est-à-dire c'est comme mettre un pas l'un devant l'autre et avancer tranquillement, comme ça, en mettant un pas l'un devant l'autre. C'est particulier que tu découvres ça parce que dans ton processus créatif, toi, tu as souvent utilisé la marche pour réussir à libérer ton esprit. Donc, c'est particulier que tu reviennes comme au départ de ta boucle. Oui, Que tout à maintenant, fait. écrire un livre, c'est comme marcher, alors que toi, tu as toujours écrit des livres en marchant. Oui, mais c'est ça, c'est comme, il y a une boucle qui se fait, qui se referme. Puis ce que je découvre aussi, c'est que j'ai recours à la photographie quand je marche. Je vais prendre des photos. Je vais aussi prendre des notes audio. Je vais comme parler. Bien, évidemment, avec le téléphone intelligent, on peut faire toutes sortes de choses. Puis j'essaie de m'en servir intelligemment du téléphone intelligent. De ne pas trop m'en servir non plus, mais je l'utilise pour prendre des notes ou bien pour prendre des photos. Et puis là, quand je me retrouve le soir devant l'ordinateur, bien là, je m'inspire de ce que j'ai pris comme photo. Et je me sers de ça beaucoup dans mes ateliers d'écriture. On part d'une photo, on part d'une phrase, ou ça peut être une phrase qu'on a entendue dans la rue. Puis on Parce part que en nouvelle si les avec gens ça. ils sont intéressés à en savoir plus, est-ce que tu donnes toujours des ateliers d'écriture? Oui, j'en donner prochainement là, à Sherbrooke. Je vais peut-être en donner ici à Thetford dans le cadre d'un projet qui s'adresse aux aînés. OK. Ça, j'attends des nouvelles de ça. Fait que j'ai des souvenirs incroyables des ateliers d'écriture que j'ai donnés à l'Institut du troisième âge avec des groupes de femmes qui ont même, à un moment donné, produit un livre. Puis on avait fait un lancement chez Mérose avec Charles Nadeau, qui était propriétaire de la boutique chez Mérose. J'ai un souvenir impérissable de ça. Et moi, je pense qu'on peut écrire beaucoup dans la perspective des ateliers d'écriture, mais aussi de la marche. Je me souviens d'avoir un jour amené les participantes de l'atelier. On avait été marcher dans un parc. Et là, je leur ai demandé, on va écrire un texte à partir des sons, juste des sons qu'on a entendus. Et là, ça développe une autre dimension d'écrire, par exemple, juste en racontant ce qu'on a ressenti comme odeur ou bien ce qu'on a entendu au niveau des sonorités. J'ai travaillé vraiment, ces deux livres-là, je les ai travaillés dans De cette façon-là. de cette manière-là. Vraiment connecté à tes sens. Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce qui est particulier avec Donner des ailes? Il va être traduit en tchèque. Donner des ailes, il y a des passages. Quand j'étais à Prague, j'ai fait des belles rencontres à Prague. J'ai rencontré des traductrices, une jeune traductrice, absolument adorable, une étudiante de l'université de Prague, et une femme aguerrie qui a fait beaucoup de traductions et de poésie. Et cette femme-là, qui est devenue mon amie par la suite, elle a traduit quelques-unes des nouvelles tirées des ponts de Prague dans une revue à Prague. Les nouvelles ont paru dans une revue à Prague. Et la jeune étudiante dont je parle, Zudka, elle a traduit certains passages en tchèque de Donner des ailes. Si bien que quand j'ai fait une prestation au Musée de la littérature tchèque, je lisais un extrait de Donner des ailes en français et la jeune Zudka lisait l'extrait en question en tchèque. Puis là, on me demandait, est-ce que vous êtes satisfaite de la traduction? Je ne parle pas le tchèque. J'ai essayé, c'est très dur, c'est très difficile comme langue parce qu'il y a plusieurs consonnes Qu'on n'utilise pas, nous. Bien, plusieurs consonnes dans un mot. Il peut y avoir C, Z, T, R. Puis là, il faut que tu dises chacune des consonnes, ça donne un son assez incroyable qu'on n'a pas en français. Ça fait de la musique aux oreilles. Oui. Puis tu me disais que prochainement, tu vas quitter pour un voyage, pour une prochaine nomination. Bien, en fait, Donner des ailes qui se passe dans le 10e arrondissement de Paris. Et dans Donner des ailes, je me suis intéressée aux communautés en exil. Je me suis intéressée aux gens anonymes, ceux qu'on ne voit pas.
ceux dont on ne parle pas. Je croisais souvent Danny Laferrière, qui était à ce moment-là au Récollet. Lui, il était dans une autre dimension de sa pratique, mais moi, je m'intéressais à ce qui se passait autour, aux gens du 10e, aux sans-abri, parce qu'il y a beaucoup de misère dans les quartiers de Paris. Moi, je ne m'intéressais pas forcément juste au Paris touristique. Je ne sais pas combien de sans-abri j'ai vu installés dans les tentes sur le bord du canal Saint-Martin. Donc, je marchais et je me mêlais à ces communautés-là et je me suis inspirée de ces marches-là. Et donc là, je vais aller le présenter au Festival du livre de Paris. Et là, on va avoir une rencontre au Centre culturel canadien pour présenter, on est plusieurs auteurs là, du Québec. Mais je vais amener mon arme de combat, le masque, pour faire attention, mais je ne voulais pas rater cette occasion-là. Bien, je te remercie d'être venu nous partager ton amour des mots et je te souhaite la meilleure des chances pour ta nomination à Paris. C'était pour moi un agréable plaisir là, de te recevoir. Merci beaucoup, Geneviève. C'est déjà fini. Ben oui. Merci à vous. On se laisse sur la critique de livres de Micheline. Bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de deux auteurs qui l'ont écrit ensemble. Le titre, c'est Le Polonais fou de Lotte et Soren Hammer. C'est un frère et une sœur qui écrivent ensemble. Elle est infirmière, lui est enseignant. Et ils ont commencé à écrire des romans depuis 2010. Il y en a quelques-uns de parus avec le même enquêteur dont je vais vous parler dans l'histoire. Je vous raconte un petit peu le résumé du livre. Un jour ensoleillé dans la baie de Copenhague, au Danemark, un bateau touristique, en réalité ce qu'on appelle un bateau-mouche, un petit bateau qui fait des excursions pour des touristes, heurte tragiquement un grand ferry, un traversier en provenance d'Oslo, en Norvège. Donc, le tout petit bateau et le gros traversier, là, ça ne peut pas faire autrement que faire d'énormes dommages. On découvre qu'il y avait sur le bateau 5 adultes et 15 enfants, des Asiatiques qui étaient là en touriste. Quand on enquête, on retrouve dans les adultes 4 adultes qui ont été poignardés. Et la 5e personne s'est jetée à l'eau et est morte noyée. Et là, ça veut dire qu'il y avait plus d'adultes sur le bateau pour le diriger, le pilote, le guide, en tout cas, ces personnes-là étaient mortes. Donc, Conrad Simonsen et son équipe sont chargés de l'enquête et ils découvrent que c'est une affaire qui est reliée, parce que dans les personnes décédées, il y a une policière qui avait une espèce d'obsession pour une enquête. Ils découvrent que le meurtre des 4 personnes, c'est lié à l'enquête de cette policière-là. Et le plus surprenant, c'est qu'on finit par découvrir par les empreintes qui a poignardé ces personnes-là, mais ce meurtrier-là, il s'est suicidé il y a longtemps. Donc, vous voyez toute l'énigme qui est en cours. Je termine en vous disant, lire, c'est voir le monde par 1000 regards. Merci.